l'affaire d'Aïnvor. On dit c'est Yaïboni qui l'a tué. Mais si c'était aussi vrai, est-ce que Yaïboni allait diligenter des commissions d'enquête? Boni Yahi n'a jamais tué Danivo. Comment? Boni Yahi n'a jamais tué Urbain Danivo. Je le dis une troisième fois, Boni Yahi n'a jamais tué Urbain Danivo. Je mets la justice de mon pays à la tâche. Je lui demande de débrader le dossier politiquement et de s'occuper des éléments de base de ce dossier-là. La mort, l'assassinat de Urbain Danivo, c'est un banal fait divers qui a été brodé par des films politiques qui sont en train de céder aujourd'hui. Je vais vous dire que c'est un dossier que je ne connais que trop bien. C'est un dossier que je ne connais que trop bien, je m'en arrête là. Et a priori ne laissait présager la présence dans cette maison inhabitée de cadavres d'êtres humains. Il aura fallu plus de 5 heures d'attente pour voir enfin exhumer le cadavre qui serait celui de Pierre-Urbain Danivo, cadre du ministère des Finances disparu depuis le 17 août 2010 à l'âge de 50 ans. Présente sur les lieux de l'exhumation, la sœur de Pierre-Urbain Danivo, qui comme beaucoup d'autres personnes autorisées n'a pas eu le courage d'y assister. Anna Bayi Danivo n'a pu malheureusement confirmer s'il s'agit ou pas du corps de son frère. Est-ce qu'elle reconnaît au moins que c'est son parent? Vous l'avez reconnu, oui ou non, madame? Non, moi je ne l'ai pas reconnu puisque je n'ai pas été voir. Même attitude de la part des responsables des confédérations et centrales syndicales qui sont repartis pendant que se poursuivait encore l'exhumation du corps. Une fois l'opération achevée et le corps transporté à bord de ce corbillard dans ce cercueil, la presse qui était interdite d'accès à l'arrière-cour où a lieu l'exhumation peut enfin filmer quelques images. En attendant que l'autopsie et bien d'autres analyses cliniques ne viennent confirmer que le corps déterré est bien celui de Pierre-Urbain Danivo, le ministre de la Justice, lui, décerne déjà un satisfecit aux forces de l'ordre. Je voudrais dire aux uns et aux autres que Danivo est porté disparu. La dernière personne avec laquelle il a parlé se trouve être la personne chez qui nous sommes aujourd'hui. Et il me semble important d'écouter ce que cette personne a déposé de façon constante, à savoir qu'il est le meurtrier de Danivo. Cette personne a pour métier, donc c'est un boconon, comme on dit chez nous, c'est un charlatan qui reçoit donc des clients et il en a reçu un et voilà comment ça s'est terminé. Je souhaite que nous puissions laisser la commission poursuivre. N'oubliez pas que nous avons affaire à un repris de justice, puisque par 2 fois déjà, il a été emprisonné et par 2 fois, il a purgé une peine et a été relâché. On sait simplement qu'il y a eu une question d'argent, on lui a promis beaucoup d'argent, mais qui? Je pense que la justice travaille à élucider toute cette question. Je vous demande d'être patient, de faire confiance en votre justice. Nous sommes sur la bonne piste. Nous allons poursuivre et donner toute la vérité sur cette question. Sur les lieux, le haut commandement militaire, le directeur général de la gendarmerie nationale, son homologue de la police nationale et un fort détachement mixte. À la question de savoir s'il s'agit du corps de Pierre-Urbain Danivo, la découverte du dit corps et la collaboration entre médecins légistes béninois et européens, sollicités et immédiatement dépêchés à Cotonou, aurait pu accélérer la manifestation de la vérité, mais grand a été l'étonnement du Conseil des ministres de constater que les parents de Danivo refusent de se prêter au test d'ADN qui est pourtant un exercice capital et indispensable à la manifestation de la vérité dans ce dossier judiciaire qui, aujourd'hui, fait l'objet d'une exploitation politique et syndicale à outrance. En agissant tel qu'ils le font en ce moment, les parents de Danivo, visiblement mal conseillés et arguant de ce que des charlatans visionnaires leur auraient confirmé que Urbain Danivo serait
toujours en vie, ont consciemment ou inconsciemment par leur refus fait. Quelque chose a été exhumé à Womé. Quelque chose a été retrouvé à Prossi. Prossi, vous parlez de la mort. La mort Prossi. Des restes, des tissus mous ont été retrouvés dans un bocal. Des restes osseux également ont été retrouvés. Les tissus mous n'ont pas été prélevés directement par l'expert sur les restes osseux. Dans les conclusions auxquelles l'expert est parvenu et dont on a débattu à l'audience publiquement, à 99,99%, les tissus mous présentent un profil génétique, un ADN, proche ou identique de ceux de la lignée d'Anivo. Par contre, en ce qui concerne les tissus osseux, et vous l'avez relevé, les débats ont été assez houleux sur la question, l'expert a relevé que l'ADN autosomal aurait révélé un profil génétique d'une personne pouvant être Pierre Urbain Danivo, mais n'a pas relevé de chromosome Y. Depuis que le président Yahi Boni était au pouvoir, en tant qu'homme politique averti, en ce moment-là, Danivo est mort, le président Yahi Boni, moi je n'ai pas fait Yahi Boni, mais je suis ça de près. Il a pris des experts, un Français et un Allemand. L'Allemand a envoyé ses résultats et l'Allemand a dit sans ambiguïté que c'est le corps de Danivo. Là, quand vous faites la corrélation entre les faits, si c'est le corps de Danivo et que l'aveu est fait, c'est qu'on connaît l'assassin. Mais la famille avait contesté pour dire que ce n'est pas son corps, le corps de leur fils. Les syndicats aussi avaient contesté et avaient marché. Les naïfs ont pensé que tout ce monde-là avait raison. Et ce qui est récurrent dans cette affaire, c'est que eux-mêmes, ils ont pris un expert pour faire une contre-expertise. Et l'expert français, avec le béninois, le légiste, ils ont confirmé que c'est le corps de Danivo. Le premier a fait un travail sur un corps en putréfaction avancée, l'autre sur les ossements. Ça aboutit à la même conclusion. Qui avait manipulé les parents de Danivo et les syndicats? C'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a une constante, c'est le corps. Si le monsieur est mort, c'est qu'il y a un assassin. À ce jour, monsieur Amosso s'est réclamé assassin. Il n'y a pas eu de preuve contraire. Je l'ai entendu dire non, et je n'ai jamais assassiné Danivo du moins, mais on m'a dit de dire ça. Comment le corps s'est retrouvé dans sa cour arrière? Il n'a pas dit les gens ont enterré là, ils m'ont dit de dire ça. Il a dit on m'a dit de dire ça. Qui a amené le corps là et qui l'a enterré? Celui-là qui dit qu'hier on lui avait demandé de dire ça. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui on n'est pas en train de lui demander de dire la même chose? Moi j'invite le président Boni Yahi à être serein, de laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. Ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'entame de l'audience de ce jour, le procureur spécial a fait cas d'une rencontre qui aurait eu lieu le 17 juillet 2010 entre les chefs d'État et le haut commandement au palais de la présidence. Le commissaire Adjovi a confirmé la rencontre et ajoute qu'il aurait été appelé par le DGPN qui lui aurait notifié que le président voulait les voir. De quoi était-il question à cette rencontre? En quoi laisse DDPN, le président de la République se serait adressé au garde du corps à qui il a posé des questions sur ICC Service et sur Émile Tegbenou. Pour lui, les hôtes du président ne lui auraient pas exactement dit ce qui s'est passé. Il reconnaît que les informations relatives à l'implication des militaires dans l'affaire n'étaient pas justes. À la question de savoir pourquoi le directeur général de la gendarmerie nationale n'avait pas dit toute la vérité, Pépin Adjovi a répondu qu'il ne saurait le dire. Il faut souligner que lors de ces déclarations, Pépin Adjovi a affirmé que c'était une affaire d'État et que depuis la présidence, les gens ont interféré dans les enquêtes judiciaires. En séjour au Bénin depuis une semaine dans le cadre du jumelage des villes d'Abomey-Calavi au Bénin et Beauvais en France,
Les partenaires de ICC Services ont eu droit à une visite des différentes structures et installations de ce groupe qui, depuis des années, fait dans du social, les nouvelles technologies et les finances. Ceux-là qui racontent, qui font des supputations, comme quoi ICC n'est jamais sorti du Bénin, du cadre du Bénin, ont eu l'occasion de comprendre que nous sommes en partenariat, n'est-ce pas, avec de grands partenaires, de grands hommes d'affaires qui sont venus de l'Europe. Nous avons vu à Beauvais qu'il y a des possibilités d'entraide de mairie à mairie. Nous en avons parlé, ils sont d'accord. Après l'orphelinat à Broby-Tondu de Glodjibé, c'est à présent le tour des groupements de femmes Benokbo de la même localité de recevoir l'assistance morale et financière du groupe ICC Services. ICC Services a un groupe qui est versé dans le social. D'aucuns pensent que nous avons beaucoup de moyens pour le faire. Mais ce que nous faisons, c'est avec le cœur, c'est avec l'amour, l'amour du partage. C'est un sursaut de patriotisme et de solidarité. Nous avons bien voulu accompagner, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence Yahya Boni et son gouvernement. Dans les rues de la commune de Sémékodi ce mardi, des populations victimes de l'arnaque orchestrée par ICC Services. Depuis que l'affaire a éclaté, elles ne savent plus où donner de la tête. Le remboursement se fait long. À Ouida, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et ce mardi, l'agence ICC Services a été littéralement envahie par les épargnants. Derrière ces visages anxieux, un seul souci. Récupérer au plus vite ces fameux contrats, seul gage d'espoir dans cette affaire. Des documents laissés ici depuis le début de la crise. Nous sommes dans une grave crise de régime. Parce que dans aucun régime au monde, on ne limoge comme ça, brutalement, le ministre de l'Intérieur, qui est le second en importance du gouvernement, quand on n'est pas atteint soi-même. Et je pense que quelque part, le sommet de l'État s'est senti atteint. Le gouvernement fait de la comédie. Le gouvernement fait semblant, entraînant les pas jusqu'en 2011. Mais nous ne le laisserons pas faire. Je puis vous assurer le remboursement des déposants malheureux en fonction des ressources qui seront collectées. Le 17 décembre 2018 s'ouvrira au siège de la juridiction à Porto-Novo la première session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au titre de l'année 2018. Sont inscrits au rôle de cette session plusieurs affaires relatives à des crimes à caractère économique, dont en particulier celle dite ICC Services. En raison de la nature de l'affaire et de l'importance numérique des victimes, dont certaines n'ont pu être atteintes par les convocations, le président de la Criette a ordonné, en se conformant à la législation en vigueur, la retransmission en direct par radiodiffusion en vue d'assurer une meilleure publicité des débats. J'en appelle par conséquent au civisme et à la discipline de tous, afin de permettre la conduite des dits débats dans le calme et la sérénité que requièrent les circonstances. Depuis son ouverture, le procès ICC Services alimente les discussions et reste marqué par de multiples rebondissements. Durant ce procès réouvert par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le nom de l'ancien chef d'État Boni Yayi a été régulièrement cité comme complice ou instigateur des faits qui remontent à 2010. Aujourd'hui, l'on peut considérer que le fait pour la Criette d'insister, de revenir à chaque fois au motif qu'elle recherche la vérité, le fait d'orienter les débats sur l'implication avérée ou non du président Boni Yayi, la Criette est forcément en porte-à-faux avec la Constitution. Un dossier qui est instruit à la barre, où des témoins viennent faire des déclarations qui n'ont pas eu à faire devant le juge d'instruction. On ne pose pas de questions, on ne leur demande pas d'apporter des preuves. On aurait appris qu'il y a une plainte déposée par l'ancien chef d'État Boni Yayi et qui serait dirigée vers un sachant dans ce procès ICC Services à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dites-nous, quelle est votre appréciation par rapport à ça? Je pense que c'est une plainte intempestive et vouée à l'échec. Parce que si on met de côté les questions de compétences, les textes visés par mes confrères conseils de l'ancien président de la République sont là pour sanctionner
ceux qui déposent, ceux qui font des faux témoignages en bien ou en mal contre les accusés. Pour l'instant, l'ancien président de la République n'est pas accusé, mais comme on dit, qui se sent morveux, qu'il se mouche. Tellement l'implication des autorités à divers niveaux, des policiers, des hauts gradés de la police, qui ne disent pas la vérité, qui ne nous mettent pas en mesure d'élucider les conditions dans lesquelles les perquisitions ont été effectuées. Vous avez le cafouillage organisé par l'exécutif qui s'est substitué d'air chef à la justice pour prendre le devant des opérations, un peu comme si on voulait étouffer l'affaire, maquiller et masquer le crime. Ici, ces services, ils ont tué le pays. Donc l'État n'a pas su gérer le dossier. Et moi, je veux que la justice libère les gens seulement. Parce qu'ils seront en prison pour rien. Qu'est-ce que ça va donner après? Rien. Parce que je suis sûr, aucun des spoliés ne sera payé. Aucun. Le gros scandale, c'est l'institution ICC qui a été incapable de payer même le plus petit épargnant. À observer, véritablement, je pense que l'ICC ne disposerait plus de ressources pour le faire. C'est à ce niveau qu'il y a eu le vaste complot. Et on a vendu des biens, quand vous faites le point des biens vendus, c'est véritablement en deçà du budget enclenché dans cette affaire-là. Donc, en désespoir de cause, je constate que les personnes qui ont déposé leurs sous à ICC, véritablement on ne sera pas capable de les rembourser. Le moment est venu de savoir la vérité sur cette question. Avec le changement de régime qu'il y a eu, l'espoir est permis de connaître et de savoir ce qui s'est passé. Je trouve que c'est fondamental, savoir ce qui s'est passé. Et puis après, on parlera de comment on punit les gens et comment on répare la faute qui a été commise sur des Béninois. Et ça a été objet de questions orales au gouvernement la fois dernière. Et les membres du gouvernement étaient là, le garde des Sceaux a parlé, ça va faire surface. Et on ne peut pas avoir spolié tant de Béninois, de tant de milliards pour que ça reste dans l'anonymat tel qu'on a voulu nous le camoufler. On aura la vérité sur ce dossier et je crois en la justice de mon pays. Certains experts estiment que l'orientation des débats à la criette pourrait exposer l'ancien président de la République à une vindicte populaire. Selon la constitution béninoise, l'institution habilitée à instruire et juger les membres du gouvernement et un chef d'État demeure la haute cour de justice.